Allô, allô, j'espère que tu te portes bien. Je suis ton hôte, Eugénie Franqueur, coach santé. J'aide les femmes et les hommes comme toi à garder ou retrouver l'énergie pour vivre la vie qui te fait vibrer et qui t'allume. Tu écoutes mon balado Ma santé pour la vie, c'est ma façon de contribuer à ton bien-être. Ce balado est pour toi si tu en as assez de tes douleurs chroniques et de tout ce qui en découle, si tu en as assez de mal dormir, de manquer d'énergie, de te sentir submergé par le stress, d'être dérouté par les changements hormonaux de la ménopause, si tu as besoin de ralentir pour éviter un deuxième ou un troisième burn-out, ou si tu as besoin d'aide pour apprendre à vivre avec une maladie auto-immune ou une maladie chronique. Si l'idée te titille, écoute bien jusqu'à la fin de cet épisode. J'ai un cadeau pour toi. La santé, c'est ce que nous avons de plus précieux. Je sais que ça fait cliché de dire ça, mais n'importe qui a eu des problèmes de santé, et j'en fais partie, va te le confirmer. La santé, c'est notre responsabilité, la tienne, la mienne, la nôtre. C'est à nous d'en prendre soin, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la conserver ou la retrouver. C'est aussi à nous de choisir comment on a envie de vieillir. Bonne écoute! Allô, allô! Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon balado Ma santé pour la vie. Je suis tellement contente que tu sois là avec moi aujourd'hui. Dans cet épisode, je reçois quelqu'un d'important dans mon propre parcours santé. Olivier Lamoureux, kinésiologue, qui est aussi mon entraîneur, celui qui m'a aidé et qui m'aide encore à me remettre en forme de façon durable et surtout respectueuse de mon corps. Olivier m'aide aussi à mieux comprendre comment fonctionne mon corps. Olivier est diplômé de l'Université McGill en kinésiologie. Il a aussi suivi plusieurs formations spécialisées sur le corps humain, les mouvements et les systèmes énergétiques. Après une série de blessures pendant sa carrière de basketball universitaire, Olivier s'est tourné vers la préparation physique pour comprendre et guérir son propre corps. Mais toujours aux prises avec des douleurs chroniques malgré des années d'entraînement, il a donc laissé la performance sportive de côté pour se tourner vers la réadaptation et une approche qui est maintenant axée sur une façon de bouger qui soutient la santé à long terme à travers le vieillissement. Aujourd'hui, son objectif est clair: aider monsieur et madame tout le monde à développer une santé forte, une santé fonctionnelle et durable. Olivier nous dit pourquoi les standards athlétiques, ça marche pas toujours avec la santé et pourquoi sa véritable passion maintenant, c'est la longévité. Vivre longtemps, oui, mais surtout vivre longtemps en santé et en conservant notre pleine autonomie. Il nous explique comment il travaille dans son gym, Mouvement Impact, avec une approche moderne, scientifique et centrée sur 6 marqueurs essentiels à la longévité: la mobilité, la stabilité, la force musculaire, l'endurance musculaire, l'efficacité aérobique de base et la capacité aérobique maximale. Dans notre conversation, on parle aussi de comment préserver nos articulations et notre masse musculaire, comment prévenir et ralentir l'ostéoporose, pourquoi la musculation, il faut y aller lentement, c'est un marathon et non pas un sprint. Il nous parle aussi des multiples bienfaits de la musculation et pourquoi il n'est jamais trop tard pour se renforcer. Ça, c'est une bonne nouvelle. On parle aussi du plaisir de s'entraîner en groupe, je confirme, du rôle de la respiration et de la place du cardio dans une routine équilibrée. Tu vas voir, Olivier a vraiment cette façon claire et simple d'expliquer des concepts qui ont l'air complexes de prime abord et surtout de remettre la santé au centre du mouvement. Alors, installe-toi confortablement. On part pour une discussion inspirante, motivante et peut-être même transformante. Bonne écoute! Allô, Olivier, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça me fait plaisir, Eugénie. Toujours là, toujours content de pouvoir partager mes connaissances. On va parler de mouvement, de musculation, d'exercice, de l'importance de bouger. Mais avant ça, j'aimerais ça de te connaître un peu plus. Fait que c'est quoi ton background à toi? Puis qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais? Donc, diriger un gym. Oui.
Mon background, moi, j'étais dans les sports. J'ai joué au basket pendant 20 ans. Par contre, ma carrière s'est terminée avec plusieurs blessures. Plus le niveau de basket augmentait, plus je me blessais. Donc, j'ai décidé de réorienter mon bac à l'université. J'étais en sport management. J'ai décidé de le réorienter vers la kinésiologie, dans l'optique que je voulais apprendre à mieux bouger puis me guérir. J'ai donc travaillé en performance sportive pendant 15 ans suite à mon bac, mais j'ai réalisé que au final, le sport n'équivalait pas à la santé. Oh, intéressant. Ouais. En fait, les athlètes doivent sacrifier leur santé pour bien performer dans leur sport. Ça n'a aucun bon sens. Non. On les regarde à la télé, les athlètes, puis nos enfants veulent être, c'est nos idoles, puis ils veulent être comme eux, mais si ils savaient comment les athlètes ont mal, comment ils ont des problèmes de santé mentaux aussi, dépression, anxiété, parce que tout est dans la performance. Et là, il faut apprendre à performer en ayant mal. Et là, je coachais des joueurs de hockey de haut niveau. Je voyais qu'ils avaient mal. Et là, je voulais ralentir, je voulais les ralentir, je voulais changer leur programme. Puis lui, il me disait, non, non, coach, j'ai un camp d'entraînement dans 2 mois pour être repêché dans telle équipe. Je vais couvrir ma douleur avec des Advil, puis je vais continuer. Puis moi, en fait, j'ai fait partie aussi de cette école de pensée-là dans le passé. Là. À un moment donné, je ne pouvais pas pratiquer ou faire de match sans prendre des Advil avant de jouer. J'avais trop mal. Fait que le no pain, no gain. Là. Oui, exact. De la vieille école de pensée. OK. Quand j'ai eu cette réalisation-là que le sport, mais la performance sportive de haut niveau, ce n'était pas la santé, bien là, j'ai décidé de me réorienter plutôt vers un environnement clinique pour pour approfondir mes connaissances en réadaptation, pour mieux comprendre le corps humain. Et à travers ce cheminement-là, ben là, j'ai vraiment découvert une passion pour la longévité. Comme là, j'aime amener mes clients à bien performer, mais dans la vie. C'est avec cette attitude-là que j'ai continué mes recherches, puis j'ai appris qu'est-ce qui est important, quelles capacités physiques sont importantes à maintenir pour bien vieillir. Pas juste vieillir longtemps, mais garder une bonne qualité de vie. La médecine moderne, elle est capable de maintenir un individu en vie pendant très longtemps, mais ça ne veut pas dire que cet individu-là a une bonne qualité de vie. Là, moi, mon truc maintenant, c'est d'amener mes clients à être en santé, mais à maintenir une très haute qualité de vie le plus longtemps possible. Puis ça découle de plusieurs éléments, mais au niveau physique, bien, ça découle de certains marqueurs physiques qu'on va parler aujourd'hui. Puis c'est ça qui m'intéresse maintenant. Est-ce que c'est aussi gratifiant pour toi de faire ça que de pousser des athlètes professionnels ou de haut niveau à fond? Très bonne question. Mais oui, même que c'est plus. Parce que l'athlète de haut niveau, il n'est pas nécessairement heureux. Il n'est pas heureux, là. Lui, il vit sous une énorme pression et encore une fois, il doit vivre avec de la douleur chronique et c'est très, très difficile. L'athlète professionnel, il passe la moitié du temps, la moitié de sa vie à l'extérieur. Il voyage beaucoup, il est loin de sa famille, loin de ses amis. Donc, de permettre à un athlète, je vais juste rajouter une dernière chose aussi, c'est que plus on monte de niveau, moins il y a d'athlètes qui passent. Et là, quand on pense aux ligues professionnelles, c'est une fraction de personnes qui se rendent là. Mm-hmm. J'aide de moins en moins de personnes. C'est cet aspect-là que j'aime moins. Versus quand j'entraîne les gens pour la longévité, là, j'aide beaucoup plus de gens. Là. C'est le contraire. Plus les gens entendent parler de moi et de mon système d'entraînement, plus j'ai de trafic dans mon gym, puis les gens, j'en aide de plus en plus. Puis ces gens-là, ils vont pas se faire couper d'une équipe, là, c'est le contraire. Je me fais dire souvent que je change des vies, puis là, toutes les tâches autour de la maison sont plus faciles à accomplir. L'énergie, l'humeur, la santé mentale, tout s'améliore. Et je n'ai pas
plateau versus dans le sport où les gens se font couper, puis là, c'est seulement une minorité qui passe à la deuxième étape et à la troisième étape. C'était juste, c'était pas aussi gratifiant. C'était vraiment pas aussi gratifiant. J'aime beaucoup plus travailler avec le public général, puis de voir à quel point je peux changer des vies. De prendre un athlète qui est déjà bon dans son sport, puis il est jeune, 20 à 30 ans, puis lui, il est déjà à comme 90% de sa capacité, puis de l'amener à 91, 92, c'est pas aussi gratifiant que prendre quelqu'un qui, là, il est déconditionné, qui a mal, qui manque d'énergie, qui voit la vie en noir. Fait que là, moi, je le mettrais peut-être qu'il est à 40% de sa capacité, puis là, de l'amener à 75 à 80%, le contraste, il est énorme. Il est vraiment C'est énorme. vrai, c'est toute une différence présentée comme ça. J'ai tellement de questions dans la tête, j'ai tellement de choses que je vais Ouais. explorer avec toi. Je résonne à plein de choses que tu as nommées. Puis je veux vraiment que tu nous expliques les différentes composantes, quel mouvement on a besoin pour vieillir en santé, puis le plus longtemps possible. Mais avant de faire ça, bon, mon histoire, tu la connais. Moi, c'était un peu moins d'un an que je viens de voir. Quelqu'un qui avait jamais fait de gym, qui avait jamais fait de musculation. Puis en plus, je venais de voir, après, moi, j'étais une marcheuse, mais là, ça faisait 3 mois que je marchais plus parce que je m'étais blessé une cheville. Puis moi, j'ai tellement paniqué à ce moment-là, là, c'est comme à 59 ans, je me dis, hey, c'est pas vrai que c'est ça ma vie, c'est pas ça, c'est pas vrai que je serais plus capable de bouger. Puis là, tu as la peur qui s'installe dans le corps après ça. Ouais, mais si je fais ça, ça va-tu faire mal, je vais-tu? Alors que toi, tu es venu défaire, tu es venu m'aider à défaire tout ça d'une certaine façon, puis montrer que il faut pas grand-chose pour se rallumer, puis inversement, il faut pas grand-chose non plus pour se laisser tomber. Tu sais, quand la peur arrive dans le corps, toi, ce que tu fais avec moi, puis ce que tu fais avec plein de monde, c'est de redonner confiance au corps en sa capacité, d'auto-guérir, mais de prendre plus de force aussi. Oui, exactement ça. Puis c'est ça, justement, l'élément qui est si gratifiant. Versus un athlète qui est capable de faire un squat avec 200 livres sous les épaules, mais là, il faudrait que je l'amène à faire un squat avec 210 livres. Ouais. Donc, le contraste, il est là. Toi, dans le gym ici, tu fais beaucoup de musculation, mais pas que. Musculation, moi, c'était l'aspect qui me faisait le plus peur, là, que je dis, j'avais pas. Moi, ce que j'aime bouger, c'était plus être dehors, mais je comprenais parce que je suis coach santé, parce que j'ai lu, parce que je sais plein d'affaires. Il serait temps que tu te mettes à la musculation. C'est quoi les bienfaits de la musculation? Oh, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. À la base, la musculation, c'est de transporter une charge. Puis nous, on est bipède, puis notre superpuissance, c'est d'être capable d'utiliser nos bras pour transporter des charges. Et on est pas mal les seuls animaux qui sont capables de transporter des charges sur de longues distances ou de déplacer de grosses charges avec nos mains. Mais l'idée, c'est surtout d'aller utiliser le concept de use it or lose it. Dans le corps humain, là, et ça en français, ce que c'est une capacité inutilisée, mais on va la perdre. Oui, ça, je commençais à en faire l'expérience. Oui, exact. Puis, par souci d'efficacité énergétique, si on n'utilise pas les muscles, eux qui sont très énergivores, mais le corps va les atrophier. Donc là, la musculation, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de mettre les muscles sous tension, de soulever des charges et d'envoyer le signal au système qu'on utilise nos muscles, donc qu'on ne doit pas les perdre. Ça, c'est un petit peu comme une image globale de la musculation. Qu'est-ce qu'on fait? On soulève des charges, on met nos muscles sous tension. Et là, je parle de muscles, mais aussi c'est tout aussi vrai pour le squelette. Lorsque on met nos muscles sous tension, nos muscles s'attachent à travers un tendon, s'attachent au squelette. Cette tension-là, plus elle est élevée, plus elle va mettre un stress mécanique sur le squelette et ça va stimuler le squelette à améliorer sa densité osseuse. Donc, les os, c'était une des questions que je voulais te poser. Oui. Donc, c'est pour les gens qui veulent prévenir l'ostéoporose ou déjà pour les gens qui sont dans l'ostéoporose, la musculation, c'est un des meilleurs outils. Il n'y a pas de danger de se casser les os, là. Non, pas du tout. Bien, évidemment, il faut faire ça de façon progressive. Le danger, lorsque quelqu'un souffre d'ostéoporose, le danger, en fait, ça serait de faire des
des activités comme des sauts. Oui, on recommande des petits sauts, mais ça dépend du niveau d'ostéoporose. Mais dans un cas d'ostéoporose avancée, si on fait des sauts où on se met à courir ou sauter à la corde, mais là, oui, il y a un réel danger parce que là, le squelette ne peut pas accepter tous ces impacts-là. Versus la musculation, c'est un stress mécanique sur le squelette, mais beaucoup moins intense que de se mettre à sauter. Fait que c'est comme une bonne première étape lorsqu'on veut euh, gérer son ostéoporose ou l'éviter. Ta clientèle ici, c'est entre quel âge et quel âge? C'est, je dirais, entre 35 et 75 ans. OK, Ouais. OK. Fait qu'il n'est jamais trop tard pour commencer la muscu. Non, absolument pas. Quelqu'un qui n'a jamais bougé de sa vie, quelqu'un qui était, mettons, plus sédentaire, job assise et tout. Mais cette personne-là, elle a un énorme potentiel. OK. Ça revient un petit peu comme à l'athlète. L'athlète qui est déjà en forme, puis là, il faut que je l'amène à améliorer de 1 ou 2 ses capacités physiques. La personne qui est déconditionnée, peu importe l'âge, elle a un potentiel monstre de s'améliorer. Parce que là, l'entraînement, ce que c'est un stress environnemental sur le corps. Et c'est important de le savoir ça parce que tout comme n'importe quel organisme vivant, si un organisme ne reçoit pas de stress environnemental, il n'y a aucune raison de s'adapter. Puis l'entraînement, c'est ça. On met un stress environnemental sur le corps pour forcer une adaptation. Ça veut dire que quelqu'un qui s'est jamais entraîné ou qui ne s'est pas entraîné depuis de nombreuses années commence l'entraînement. Et là, c'est tellement un stress pour le corps qu'il y a une grande, grande adaptation qui se fait. Et c'est chez cette personne-là qu'on voit les plus gros changements. Et c'est ces personnes-là qui en ressentent aussi les plus gros bienfaits. Parce qu'ils passent d'un état où il y avait moins d'énergie, moins de force, et peut-être un petit peu de douleur chronique au niveau des articulations, à un niveau d'énergie beaucoup plus élevé, de la force élevée. Et là, eux qui voient les plus gros bienfaits. Et c'est un petit peu aussi comme l'investissement financier. Si quelqu'un venait nous voir à 60 ans, il disait, j'ai jamais investi d'argent de ma vie. Est-ce que ça vaut la peine que je commence maintenant? Ben oui. Ben oui, c'est ça. Ben c'est la même chose. Peu importe l'âge, ça vaut la peine de commencer. Parce que le corps, tout ce qu'il veut, tu as parlé d'auto-guérison tantôt, le corps, tout ce qu'il veut, c'est s'auto-guérir, Et c'est bien, avoir de l'énergie, avoir de la force. exact. Ouais. Mais il faut juste le mettre dans le bon environnement. Puis là, l'entraînement, c'est un environnement qui va lui permettre de croître, de grandir, de se réparer. Moi, ce qui me surprend le plus après presque un an m'entraîner, c'est que je commence à aimer ça sérieusement. Il y a comme ça au début, là, pour moi, aller faire de la muscu, c'était vraiment pas haut sur ma liste de priorités. Quand on vient de voir, moi, j'ai l'impression, je me sens en sécurité. Tu vois pas, les gens viennent pas ici s'entraîner tout seuls n'importe comment. Là, toi, tu vas les encadrer. Oui, exactement. Puis c'est pour ça aussi que je me retrouve avec des gens plus jeunes. Parce que à la base, moi, mon gym, c'était pour une clientèle un peu plus âgée, qui voulait se remettre en forme. Mais j'ai des gens un peu plus jeunes qui sont venus et qui ont resté parce que eux, quand ils s'entraînaient seuls, ils se blessaient. Moi, ma job, c'est de bien encadrer les gens et de faire comprendre à tout le monde que la muscu, c'est pas un sprint. Parce que là, comme tu le vis, on y prend goût. Oui, mais le faire en groupe aussi, ça Oui, aide, ça je c'est trouve. vraiment. Ouais, Oui, ouais. ça l'aide beaucoup. Ça, c'était important aussi, là. On est un animal social, là. De faire ces entraînements-là en groupe, ça l'aide beaucoup. Ah non, tout seul, chez nous, oublie ça. Je fais pas ça. Je vais en faire un peu, là, mais je ferai jamais ça. Non, ouais, Parce que j'ai pas l'équipement, puis deux, c'est pas mal plus motivant de le faire avec d'autres. exact, exact. Mais là, on voit que nos charges augmentent. On se sent plus fort à la maison, dans nos tâches quotidiennes. Et on y prend goût. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a deux types de tissus dans le corps. Le tissu rouge, le tissu blanc. Fait que ça, c'est le tissu musculaire, les rouges, puis le tissu conjonctif, le blanc. OK. Ligaments, tendons, fascia. Et le tissu rouge, les muscles, s'adaptent beaucoup plus rapidement que le tissu blanc. Donc là, on se devient plus fort. On se dit, hey, cette charge-là, je suis capable de la lever facilement. Je vais augmenter de charge, puis je vais augmenter jusqu'à temps qu'on se blesse. Moi,
ma job, c'est de protéger mes clients et de leur faire comprendre que la mentalité, elle doit, puis ça c'est pour tout le monde, là, qu'on s'entraîne dans la maison ou dans un gym. En muscu, la mentalité, c'est un marathon. C'est un ultra-marathon. Il faut y aller vraiment lentement et progressivement pour éviter la blessure. Parce que quand on se blesse, c'est pas un pas de recul, c'est souvent 4, 5 pas de recul. Parce que ça déclenche un cercle vicieux. Comme tu as dit au début, on y prend goût, mais quand on arrête aussi, on peut perdre l'habitude rapidement de s'entraîner. Puis, mais là, ça va aussi. Quand on s'entraîne, on se sent bien, notre estime de soi augmente, notre confiance en soi augmente. Ça affecte plusieurs sphères de notre vie. Ouais, puis là, on peut se penser qu'on est devenu Hulk puis s'essayer à des charges beaucoup trop lourdes. Oui, oui, mais aussi ça. Mais aussi, quand les effets bénéfiques de la musculation se font ressentir, ça affecte positivement plusieurs sphères de notre vie, même qu'on mange mieux, parce que là, on sent qu'on a un bon momentum, on mange mieux, on performe mieux à la maison, à notre job. Et là, si on se blesse, mais là, c'est là que des fois, je vois que les gens, c'est pas juste la blessure qu'ils doivent gérer, c'est aussi, ben là, tout ce momentum-là, là, j'ai tout perdu. Alors là, laisse-moi manger un peu plus de. Laisse-moi manger 2 ou 3 biscuits parce que là, je m'entraîne pas de toute façon demain, je suis blessé. Puis là, ça fait un cercle vicieux. Puis là, ça part dans l'autre direction. Puis je reviens à concept de la peur aussi. Tu sais, quand j'ai commencé à m'entraîner, moi, après ça, j'ai commencé à avoir mal aux genoux. J'avais jamais eu mal aux genoux de ma vie. Oui, Mais là, si j'avais pas été curieuse, si je t'avais pas fait confiance, mon premier réflexe aurait été de me dire, c'est pas fait pour moi. Alors que c'est absolument tout le contraire que je voulais, tu sais, que j'ai voulu faire. Je t'en ai parlé, tu me donnes encore des exercices pour renforcer ça. C'est bien renforcer ce qui avait été affaibli au fil des ans. oui, effectivement. Puis, tu sais, le corps humain, il est complexe, là. Ouais. C'est probablement l'organisme le plus complexe qu'on connaît dans l'univers connu. Et la psyché encore plus. Oui. Et donc là, qu'est-ce qui se passe chez quelqu'un qui a été sédentaire ou quelqu'un qui a fait seulement de la marche pendant les 20 dernières années? Là, il peut avoir encore une fois, il peut avoir des déséquilibres musculaires, il peut avoir des articulations qui ne bougent plus de façon optimale. Là, quand quelqu'un reprend l'activité physique, il faut s'attendre à ce que certains bobos ressortent. Parce que là, on bouge des articulations qu'on n'a pas bougées depuis longtemps, on se met en charge. Des, donc, on met beaucoup, beaucoup de force en compression sur l'articulation. Donc, ça se peut que si l'articulation n'est pas optimale, que ça fait ressortir de la douleur. Là, il ne faut surtout pas se décourager à ce moment-là. Il faut juste avoir quelqu'un autour de nous qui peut bien nous évaluer puis nous guider à travers la douleur puis la réadaptation. Ouais, ce que tu as fait, parce que mes genoux sont plus forts qu'avant, je pense. Après 40 ans, il y a quand même une grande portion de la population qui fait de l'arthrose, l'arthrite et autres. Et puis souvent, c'est un frein pour beaucoup de gens. Tu sais. Encore une fois, peur. Puis là, tu parles beaucoup d'articulation, puis c'est là que ces bobos-là sont. Est-ce que les deux peuvent aller ensemble? Les deux étant la douleur et le mouvement? La douleur et le mouvement, oui. Oui, les deux doivent aller ensemble. Pourquoi? Et comment? Oui, oui, oui. Premièrement, souvent on a mal aux muscles, mais les muscles n'ont pas d'intelligence à eux-mêmes. Donc, si on a de la tension chronique au niveau du cou, au niveau des genoux, au niveau de l'épaule, OK, il y a de la tension qui s'est mise de façon chronique dans le muscle. Et là, ça, à long terme, ça fait mal. Il y a de l'inflammation. Ça peut même irriter un tendon. Puis on a une tendinopathie. Mais le muscle, lui, il n'a pas d'intelligence. Il n'a pas décidé d'être tendu. Il répond au système nerveux. Mais le système nerveux, lui, comment fait-il pour prendre ses décisions? À la base, c'est un cerveau dans un crâne, avec une moelle épinière. Donc, comment est-ce que le cerveau ou le système nerveux fait pour contrôler les muscles? Il se fie sur l'information qui vient des articulations. Okay? Ça, c'est super important à comprendre. Et lorsqu'on a des tensions musculaires, la grande majorité du temps, c'est un symptôme. C'est seulement, puis là, on masse, on étire, ça l'aide.
Mais dès qu'on se remet à bouger, à utiliser l'articulation, la tension revient. Donc, pour maintenir un corps avec le moins de douleur possible, on veut optimiser les articulations. Mais là, une articulation qui est arthrosée, là, ça, c'est problématique. Sauf que le mouvement permet à l'articulation de se nourrir. Parce que là, je reviens aux deux types de tissus, le tissu rouge puis le tissu blanc. Le tissu rouge, c'est un muscle, il est très vascularisé. Il attire beaucoup de sang. Le tissu blanc, lui, beaucoup, beaucoup moins. Mais on doit quand même le nourrir, là, la capsule de l'articulation, le ligament, le tendon, la fascia, on doit nourrir ce tissu-là. Et il se nourrit à travers les muscles, mais par diffusion. Ce que ça veut dire, c'est que là, je dois utiliser les muscles pour attirer le sang dans la région. Et là, par diffusion, le sang se rend jusqu'au tissu blanc. Et donc, ça lubrifie. Fait que ça vient, au contraire, diminuer la douleur. Oui, c'est ça mon point. Ouais, j'étais peut-être pas clair, mais c'est ça. J'ai fait un long détour, mais tout ça pour dire que c'est à travers le mouvement qu'on peut nourrir nos articulations et les lubrifier et amener tous les éléments réparateurs et nutritifs pour que l'articulation se nourrisse. Si on reste sédentaire, c'est là que notre tissu blanc devient sec et fibrosé. Et là, on empire la situation. Un tissu blanc, ça doit être mouillé, chaud et légèrement élastique. Okay. Un tissu rouge, un muscle est beaucoup plus élastique, mais le tissu blanc doit rester élastique quand même. Si on ne bouge pas, on dit que là, les tissus deviennent fibrosés. Puis ça, c'est comme un peu une corde une corde sec et très raide. Et elle ne va pas, ce tissu-là ne va pas accepter autant de tension. Si un tissu reste en santé et qu'on le met sous tension, bien là, il accepte la charge. Et là, je peux marcher, je peux monter une montagne, puis mon tendon d'Achille va être capable de prendre l'impact de mes pas. Mais si je bouge pas et que mon tendon d'Achille devient plus fibrosé, devient sec comme une corde raide, puis là, je me dis, mais là, ça fait longtemps que j'ai pas bougé, je vais aller monter le Mont Saint-Hilaire. Mais là, mon tendon d'Achille, il n'accepte pas la même tension, la même charge, et il commence à me faire mal. Jusqu'à un moment, moi, j'ai vu plusieurs personnes de 50 ans qui là, se sont dit, OK, là, je me remets en forme, je vais jouer au tennis. Mais ton tendon d'Achille, ça fait 20 ans là, qu'il n'a pas été étiré puis qu'il n'a pas été nourri. Puis là, le tendon d'Achille, il déchire. OK. Fait que d'où l'importance d'y aller graduellement. Oui. OK. Oui, exactement. Et de nourrir ses articulations à travers le mouvement. C'est quoi la capacité du corps? Bon, quelqu'un comme moi qui commence à 59 ans, qui avait jamais fait de muscu, qui avait marché, mais qui avait plein de drapeaux jaunes et rouges partout. J'y prends goût, j'aime de plus en plus ça. Mais c'est-tu réaliste de penser qu'un jour je serais capable de faire un chin-up, par exemple, comme ça? C'est pas mon objectif, là, mais est-ce que mon corps aurait cette capacité-là? 100%. T'es sûr de ça? 100%. Ça a même été étudié. OK. Ça veut dire que la capacité du corps à développer de la masse musculaire reste présente tout au long du vieillissement. OK. Mais c'est plus difficile à travers le vieillissement pour plusieurs raisons, dont le fait que pour faire un chin-up, pour améliorer notre masse musculaire, le corps doit être dans un état qu'on appelle anabolique. Lorsqu'on jeûne, c'est l'inverse. On devient dans un état catabolique. On se tourne vers nos réserves d'énergie. On se décompose dans le jeûne. On se décompose, on parle d'autophagie. On cible des cellules qui sont en voie de mourir pour recycler des composantes. Ça, c'est le catabolisme. Pour gagner de la masse musculaire, pour augmenter notre force musculaire, ben là, c'est l'inverse. On doit être anabolique. Donc, on peut penser aux culturistes qui s'injectent des stéroïdes anaboliques. Leur objectif, c'est de prendre de la masse. Donc, peu importe l'âge, notre corps est capable d'être anabolique. C'est juste que notre
capacité et notre réponse anabolique est diminuée avec le vieillissement. Les choses qui nous rendent anaboliques, c'est la protéine qu'on mange, c'est l'entraînement en musculation, c'est le sommeil. Dans le sommeil, c'est là qu'on voit une grande réponse, une grande production d'hormones de croissance, puis c'est là qu'on se repose. C'est là qu'on peut Le corps se nettoie. se réparer, se Oui. réparer beaucoup. Mais plus on avance en âge, plus notre réponse anabolique face à la protéine qu'on consomme est réduite. Plus notre capacité de faire de l'activité physique intense, elle est réduite. Donc là, tout ça en fait en sorte que c'est plus difficile. Si on commence à 60 ans puis on se dit, là, je veux gagner beaucoup de masse musculaire, ce n'est pas impossible, mais il faut être discipliné tant au niveau alimentation pour aller chercher assez de protéines qu'au niveau musculation. Gestion du stress aussi, j'imagine. Oui, effectivement. Puis qualité du sommeil. Je vois beaucoup de personnes à travers le vieillissement qui ont comme s'ils dorment de moins en moins bien. Ben là, c'est les hormones, c'est tout l'enjeu de la ménopause. C'est un des premiers symptômes de ménopause, c'est le sommeil qui est affecté. Exact. Mais c'est là qu'on produit le plus d'hormones de croissance. Donc, si on veut avoir un objectif de chin-up, mais il faut comme penser à tous ces éléments-là. On doit optimiser notre état anabolique. OK. C'est tout ça pour dire que on doit optimiser notre état anabolique, ce qui rentre la protéine, l'entraînement, la récupération, la gestion du stress. Ouais. OK. Tu as mis sur pied, avec l'aide d'une médecin, je pense, ou à la demande d'une médecin, Dr. Evelyne Bourdieu-Roy, un test qui s'appelle Fit 100. Oui, le Fit 100. Le Fit 100. Alors ça, c'est tous les paramètres que tu mesures pour être capable de vivre jusqu'à 100 ans en santé, puis d'avoir de la mobilité puis de la force. Je suis venue passer ce test-là. Ça dure, je pense, c'est 3 heures. Dans mon cas, ça a été plus long parce que je te posais plein de questions. Qu'est-ce que tu mesures dans ce test-là? Oui, ben, exactement. Donc ça, je l'ai appelé Fit 100 parce que mon but maintenant, comme je vous expliquais, c'est d'amener mes clients à être fit à 100 ans. Donc là, j'ai pris le temps de réviser la littérature, puis de choisir des tests qui allaient évaluer des marqueurs très importants à maintenir à travers le vieillissement. Donc là, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure une panoplie de trucs, mais on mesure la mobilité articulaire. On mesure la stabilité unipodale sur une jambe, mais la stabilité du tronc aussi, la capacité de maintenir sa colonne stable à travers le mouvement. On mesure la composition corporelle, c'est-à-dire la quantité de gras et de muscles qu'un individu a. J'ai un test de respiration aussi. Je vais y revenir après à la respiration. Ouais. OK, donc le test de respiration me permet d'évaluer la tolérance au CO2, un élément très important pour livrer l'oxygène à notre aérobie. On a 2 façons de produire notre énergie dans le corps humain. On a l'aérobie, qui est une production d'énergie qui est propre, qui est lente, mais qui est très propre, qui est très efficace. Et c'est là qu'on brûle le gras avec l'oxygène. Et une deuxième façon de produire notre énergie qui est l'anaérobie. Et ça, c'est tout l'inverse. C'est la fermentation du sucre. C'est une production d'énergie qui est très rapide, mais qui n'est pas efficace, qui stresse le corps et qui ne nécessite pas d'oxygène. C'est comme un turbo dans une auto. On ne veut pas vivre sur notre turbo. Donc, pour bien vieillir, on veut optimiser notre aérobie, mais l'aérobie nécessite de l'oxygène. Donc, moi, je voulais évaluer dans mon Fit 100 la capacité des gens à livrer de l'oxygène à leur aérobie pour voir si ça, ce n'était pas un facteur limitatif. Donc, j'ai un test de respiration pour évaluer la tolérance au CO2. Et pourquoi la tolérance au CO2? Ben, c'est parce que le mécanisme qui livre l'oxygène aux cellules dépend de la présence de CO2 dans le sang. Donc, plus on tolère le CO2, mieux on est en mesure, meilleur on est pour livrer de l'oxygène aux cellules. Je fais des tests musculaires aussi, force maximale, donc la capacité de produire la plus grande force musculaire possible en très peu de temps. Et j'ai des tests d'endurance musculaire aussi,
Donc, de maintenir un niveau de force beaucoup plus bas, mais pour une longue durée. Et je finis avec un test de VO2 max. Avec le masque. Avec un masque, donc c'est une mesure directe. Le masque qui va mesurer la quantité d'air qui rentre et qui sort, et plus précisément la quantité d'oxygène qui rentre et qui sort du corps. VO2 max, ce que ça veut dire, V c'est pour volume, oxygène c'est pour oxygène. Et donc le volume d'oxygène maximal que le corps est capable d'utiliser pour produire son énergie. Et de tous les tests que je fais, ils sont tous importants, mais le VO2 max, c'est vraiment le plus important. C'est lui qui est le plus hautement lié à la longévité. Okay? Le VO2 max, ça nous donne un chiffre. Donc, je vous donne un exemple, 35. Donc, 35 millilitres d'oxygène par kilo par minute que le corps est capable d'utiliser. Donc, c'est un chiffre. Mais ce chiffre-là reflète la santé de plusieurs systèmes physiologiques du corps. Il y a toute une cascade d'événements qui doit se passer avant qu'on puisse extraire une molécule d'oxygène de l'air et la transporter jusque dans les mitochondries d'une cellule musculaire. Donc, ça implique plusieurs systèmes du corps, le système respiratoire, cardiovasculaire, métabolique, musculaire, nerveux. Donc, un bon VO2 max reflète la santé de tous ces systèmes-là. Et donc, oui, du même coup, un mauvais VO2 max veut dire que quelque part dans cette chaîne-là, il y a un système qui ne fait pas sa job. Donc, plus notre VO2 max est élevé, plus on peut penser vivre longtemps et en bonne santé. Donc, c'est toujours quelque chose que je partage comme message et c'est quelque chose qu'on travaille dans le gym. Et la réalité, c'est que travailler son VO2 max, c'est pas le fun. Pas... Comment on fait ça, travailler son VO2 max? C'est un effort cardio. Le plus possible. Mais ça serait d'une durée entre... c'est des intervalles sur une machine d'habitude. Ça peut être à la course dehors, sauf que si on n'est pas habitué de courir, je recommanderais à personne de se mettre à faire des sprints dehors. Pour les mêmes raisons que nos tissus ne sont pas adaptés. Et là, notre risque de blessure est beaucoup plus élevé. Donc, dans le gym, la plupart des intervalles VO2 max que je fais faire sont sur des vélos stationnaires. Comme ça, le risque de se blesser est beaucoup moins élevé. C'est des 30 secondes. Ça va dépendre. Okay. Mais on peut penser à des efforts d'une durée de 30 secondes jusqu'à 8 minutes. OK, 8 minutes dans le fond. Oui, 8 minutes. Mais ça, ceux qui sont capables de maintenir 8 minutes dans le fond, c'est des athlètes vraiment bien entraînés. Pour monsieur, madame, tout le monde, on peut viser plutôt 30 secondes à 4 minutes. Et là, l'idée, ça serait de faire pas beaucoup d'intervalles, mais de se donner à 100% dans ces intervalles-là. Donc, ce n'est pas le volume qui compte. C'est vraiment l'intensité. Il faut atteindre un certain seuil d'intensité qui va stresser le corps et qui va causer une adaptation. Si je te dis, Eugénie, aujourd'hui, on va faire 3 intervalles de 1 minute. Et entre chaque intervalle, on va prendre 3-4 minutes pour se reposer. 3 intervalles de 1 minute, avec 3-4 minutes de repos entre. Là, c'est pas trop pour toi et tu vas vraiment me donner 100% dans les 3 intervalles. Mais si je te dis, on fait un cours de spinning de 45 minutes, puis là, on va faire plusieurs intervalles. Pendant 45 minutes, on va faire des intervalles. C'est sûr que tu vas te retenir. Parce que là, tu peux pas donner 100%. Non, c'est ça. Même, je veux dire, il n'y a personne qui va se donner 100%, on va briser. Ça veut dire que là, tu monitores ton intensité pour être capable de survivre ton 45 minutes. Fait que si je compare ça à notre premier exemple, si je te dis on va faire 12 sprints de 1 minute avec 2-3 minutes de repos entre chaque, bien, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, puis on ne va pas être capable de maintenir un niveau d'intensité assez élevé pour aller travailler le VO2 max. Au final, on va juste stresser le corps pour rien. Ça, c'est une situation que je vois souvent. Les gens, ils veulent bien faire, ils veulent se remettre en forme, ils vont se mettre à faire du cardio. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour vraiment être efficace, quand on fait du cardio, on veut se mettre aux extrémités du continuum d'intensité. Soit très faible intensité ou très intense. Quand on travaille au niveau faible intensité,
Ça, c'est une intensité qu'on est capable de maintenir pendant plusieurs heures. On va marcher. Marcher Marcher, 2, c'est ça. 3, 4 heures. Oui, on ramasse les feuilles dans le cours, c'est le temps, là. Alors, c'est plus le Non, temps, non, il y finalement. a pas de marche. Mais on va marcher des heures, on va monter une montagne. Et là, ici, tantôt, j'ai parlé de j'ai parlé de l'aérobie. Et l'aérobie, la capacité aérobique, comment je l'explique, c'est comme une pyramide. Et pour bien vieillir et maintenir une bonne qualité de vie, bien, on veut optimiser notre capacité aérobique. Et si on voit ça comme une pyramide, bien, on veut une pyramide avec une base le plus large possible. Et ensuite, on veut aussi un pic de pyramide le plus haut possible. Donc, lorsqu'on fait du cardio, on veut se mettre aux extrémités. Et lorsqu'on fait du cardio à faible intensité et de longue durée, bien là, on travaille la base de notre pyramide. OK, donc ça a quand même sa place d'aller marcher 2, 3 heures dans la montagne puis d'être dehors. Absolument. OK. La marche, c'est sous-estimé. C'est vraiment sous-estimé. Mais oui, on est fait pour marcher. C'est pas moi qui va t'obstiner là-dessus. Ensuite, pour certaines personnes qui sont un peu mieux entraînées, on est capable de faire des jogs lents et rester dans une intensité faible et encore continuer à travailler notre base aérobique. Puis ça, on appelle ça la zone 2. Tu sais, la zone 1, Ouais, la zone 2. 2. Ensuite, si on veut travailler notre pic, La zone 5. la zone 5, puis le VO2 max, ben là, il faut se mettre à l'autre opposé. S'entraîner de façon très, très intense. Et c'est une intensité, puis ça, là, c'est un stress pour le corps de s'entraîner là. Versus quand on fait de la marche, puis on fait de la zone 2, c'est pas un stress physiologique. Non, c'est du On- stress même. Ouais. Tu sais, j'ai parlé tantôt de notre aérobie, puis de produire notre énergie là. C'est pas un stress physiologique. Donc, on peut maintenir cette production d'énergie-là très longtemps. On pourrait en faire à tous les jours. On pourrait marcher 3 à 5 heures par jour. On pourrait marcher 12 heures par jour sans problème. Dès qu'on augmente l'intensité de notre effort, bien là, on doit enclencher notre turbo. Ça, c'est l'anaérobie, c'est la fermentation du sucre. Et ça, c'est un stress physiologique. Et là, quand on fait des intervalles VO2 max, haute intensité, c'est un très gros stress pour le corps de subir cet entraînement-là. C'est dur. C'est dur. Sauf que le stress est tellement élevé qu'il déclenche une réponse anabolique. Donc, le résultat final est positif. Oui, puis il y a un petit bout d'euphorie là-dedans, là, une fois que tu respires un Après, peu. oui, puis après ça, c'est les endorphines et tout, là, mais le stress accumulé lors des intervalles finit par être positif parce qu'il a causé une adaptation. Mais si je fais ces mêmes intervalles-là, mais moins intenses, au lieu de me mettre en zone 5, je me mets en zone 3-4. Ça reste un stress que j'accumule un stress physiologique dans mon corps, mais ça n'a pas été assez intense pour stimuler une adaptation. Là, le résultat final, il est négatif. C'est ça que je vois le plus souvent. Les gens qui veulent bien faire, ils vont se mettre à la course ou au vélo, mais ils vont s'entraîner en zone 3 puis en zone 4. Donc, trop intense pour avoir un effet sur la base aérobique, mais pas assez intense pour déclencher une réponse positive, une adaptation positive. Fait qu'ils font que stresser leur corps. Et ces gens-là, ben, ils restent avec un surplus de poids, ils restent fatigués. Ah, c'est pour ça que ces gens-là qui poussent puis qui poussent sont pas capables de perdre du poids souvent. Exact. OK. Ils font que stresser leur corps. Ils devraient se placer aux extrémités du continuum. Puis le 3, puis zone 3, zone 4, est-ce qu'elles ont aussi leur place? Dans un monde de performance sportive, oui. Mais pour monsieur, Mais madame, tout le monde. pour la longévité, non. On devrait même pas y penser. La grande majorité de nos efforts cardiovasculaires devraient être en zone 2. Donc, aller marcher 2, 3 heures chaque Oui. jour. OK. Oui. Et une fois par semaine, peut-être 2 si on est déjà bien entraîné. Là, on peut se permettre de faire des intervalles VO2 max. Mais pas plus. T'as pas besoin de plus que ça? Non, c'est tellement un stress. Parce OK. que là, moi, ma job, c'est aussi d'évaluer Qui est prêt à faire qui ça? est prêt, puis aussi de réaliser là, que dans notre monde moderne, on a plusieurs sources de stress. Que ce soit personnel, professionnel, politique, environnemental, alimentaire, entraînement, toxines. Donc là, il faut faire attention de ne pas dépasser la capacité de l'individu à accepter du stress, la charge en stress de l'individu.
Et là, de demander à quelqu'un de faire des intervalles, c'est tellement un gros stress. Puis oui, il y a une adaptation positive si on le fait bien, mais ça reste que ce n'est pas nécessaire. Non, ben, de toute façon, au début, tu me refaisais pas faire. Non, non, mais c'est ça en plus. Ouais. Fait que moi, ma job, quand les gens viennent me voir pour une remise en forme comme ça, que je prenne en charge leur entraînement, ben, je m'assure de faire les choses de façon très progressive, Pas qu'on se blesse. pas qu'on se blesse, comme je disais tantôt, puis d'approcher ça comme un marathon. Un ultramarathon, il faut surtout pas essayer de se dire, ben, hey, je vais gagner plein de masse musculaire, je vais devenir plus fort en quelques semaines, quelques mois. Ça, c'est une recette pour se blesser. Faut se donner quoi comme timeline? Mettons, quelqu'un, dans mon cas, où la majorité de mes auditrices, de mes auditeurs, mettons, entre 40 et 60 ans, qui ont jamais fait ça, c'est quoi le timeline la ligne de temps? Bonne question. Ça va dépendre du point de départ. Mais comme je disais, plus on commence bas, dans- Plus l'amélioration. c'est ça, si ça fait 30 ans qu'on fait rien, là, c'est ça que je veux dire, on commence bas, là. Ça fait 30 ans que je suis sédentaire, je fais du travail de bureau, je me suis pas occupé de ma santé physique, mais plus l'amélioration va se faire vite et de façon marquée. Parce que le contraste va être énorme entre un style de vie qui est sédentaire et un style de vie où 2, 3 fois par semaine, je m'entraîne, je fais un peu de muscu, je fais un peu de stabilité, un peu de mobilité, je fais un peu de VO2 max. Et les changements vont se faire rapidement sur plusieurs niveaux, surtout sur le ressenti de l'individu. Je me sens plus énergétique, Dors mieux. je dors mieux, j'ai moins mal, je me sens plus fort. Mais en réalité, la personne n'a pas gagné plus de masse musculaire. Ah non? Non. Il y a comme deux courbes. Quand on commence l'entraînement, J'ai l'impression d'avoir gagné Oui. de la masse musculaire. mais c'est ça. Il y a comme deux courbes. Il y a deux améliorations, une à la suite de l'autre. La première amélioration, là où on sent qu'on a augmenté notre force, c'est le système nerveux qui améliore la synchronisation des contractions musculaires. Oui, mais il y a comme le système nerveux vient comme créer un sentiment de sécurité dans le corps. On dit, OK, tu peux faire ça, puis tu te feras pas mal. Oui, mais ce n'est pas que le muscle a développé plus de fibres musculaires. Ah, C'est ce que OK. je veux dire. C'est qu'au début, le système nerveux s'améliore. Il comprend comment la connexion entre le système nerveux et le muscle s'améliore et il est meilleur à aller recruter le muscle. Puis à synchroniser, tu sais, pour faire un soulevé de terre, pour aller chercher une boîte qui est au sol. Je dois m'accroupir, je dois contracter plusieurs muscles. Et ça nécessite une synchronisation, une coordination. Donc là, il y a cette première étape-là où le système nerveux s'améliore. Il est meilleur à synchroniser cette séquence de contraction musculaire-là. Donc on se sent beaucoup mieux, puis on se sent beaucoup plus fort. Oui, oui. Mais la réalité, c'est que le muscle n'est pas plus fort. C'est le système nerveux qui s'est amélioré. OK, bon. Et- C'est déjà ouais. une bonne étape. Oui, exact. Mais là, après ça, que le muscle, l'aspect physique du muscle change, puis qu'il devient réellement plus fort, ça prend, en théorie, 8 à 12 semaines. Mais ça, c'est d'entraînement constant avec une bonne alimentation. Mais oui, ça va prendre autour de 8 à 12 semaines, Ce qui est quand même assez rapide. qui est quand même rapide. Puis ça, c'est même pour les personnes qui sont plus âgées. Cette chronologie-là des changements au niveau 1, nerveux et 2, musculaire, se fait pour tout le monde à n'importe quel âge. C'est juste que pour quelqu'un qui est plus âgé, ben, ça va nécessiter un focus un peu plus important sur l'alimentation et sur être capable d'aller atteindre un certain niveau d'intensité dans son entraînement. Ce qui est beaucoup plus lent. Quelqu'un dans la vingtaine n'a pas peur. Il se sent invincible. Oui, tout à fait. Et là, vas-y, coach, mets-moi du poids. Puis c'est vrai que cette personne-là est moins fragile. Ses tissus sont encore humides et élastiques. Il a accumulé moins de blessures dans sa vie parce qu'il est encore au début de sa vie. Et à cause qu'il est plus jeune, il a une capacité de se réparer plus rapidement. Ça, c'est la réponse anabolique dont je parlais. Donc, quelqu'un qui est plus âgé, qui commence, c'est sûr que cette progression-là de mise en charge, moi, je vais la faire plus lente que OK. quelqu'un qui a 20 ans. Il faut s'attendre à... Puis ça, c'est seulement pour protéger l'individu.
Possiblement qu'on pourrait faire la même augmentation qu'un quelqu'un de 20 ans, puis si tout va bien se passer, mais je ne prendrai jamais cette chance-là, puis je ne recommanderais pas à quelqu'un de 40 à 65 ans d'augmenter rapidement ses charges à cause de ces raisons-là. Il faut à tout prix prévenir les blessures. Il faut comprendre que là, le corps n'a plus la même capacité d'adaptation qu'un corps dans la vingtaine. Non, mais il est encore capable de s'adapter. Absolument. OK. Il faut juste respecter une différente horloge biologique. Tu as dit un mot important, fragilité. Souvent, on associe la vieillesse ou le fait de vieillir avec la fragilité. Alors, bon, j'ai eu le bonheur, la chance de visiter 2 zones bleues. Les gens là-bas, là, les centenaires là-bas, ils sont pas fragiles. Tu sais, puis moi, dans mon image à moi, je veux pas devenir fragile. Oui, tenir compte de mon âge, mais pas devenir fragile. Fragile, il y a quelque chose où il y a la peur qui vient avec. Oui. Moi, j'amène l'idée aux gens, j'en parle beaucoup, mais je parle, moi, d'antifragilité. Oui. OK? Donc, nous, on est un système antifragile. C'est super important de le comprendre. Puis, ce que ça veut dire, c'est, pour un système antifragile, ce que ça veut dire, c'est que c'est un système, encore une fois, qui répond au stress environnemental. Si je prends un élastique et je l'étire, je mets un stress sur l'élastique. Donc, il est résilient. Il ne brise pas. Mais quand j'enlève le stress, l'élastique revient à la même longueur qu'il était. Il n'a pas changé l'élastique. Nous, on n'est pas comme des élastiques. On est antifragile. Ce que ça veut dire qu'on va s'adapter face au stress. Si je prends un muscle et je l'étire, je mets un stress sur le muscle. Puis si je maintiens ça assez longtemps, quand je vais enlever le stress, le muscle va être plus fort et plus gros. Ça veut dire ça, être antifragile. Ça veut dire que non seulement on est capable de résister au stress environnemental, mais on s'adapte. Le corps il est capable de s'adapter au stress pour ensuite être capable d'y faire face d'une meilleure façon. Quand on a l'attitude « je suis fragile », bien là, on fait l'inverse. C'est le « use it or lose it ». Et on enlève les stress environnementaux sur nos muscles, sur notre squelette. Puis le corps, il dit, bon, mais si je n'ai pas de stress, je ne vais pas garder cette belle masse musculaire-là qui consomme beaucoup d'énergie. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il ne l'utilise pas. Donc, je vais atrophier la masse musculaire. Je vais atrophier le squelette. Cette belle coordination-là du système nerveux qui lui permet d'être stable puis d'être en équilibre, je vais la perdre. Toutes ces connexions neuromusculaires-là, on les perd pas, mais le trajet neural se fait de moins en moins bien. Mais c'est triste. C'est triste, mais en C'est même pas nécessaire non plus. Non, mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Si on comprend que on est un système antifragile, puis là, c'est de dire, OK, je suis beaucoup plus résilient que je le pense. Et je peux faire face à beaucoup plus que je pense. Et lorsque je mets mon corps dans un environnement qui le stresse, non seulement je vais être capable de résister, mais je vais en sortir plus fort, plus capable, plus résistant. Je vais m'adapter à ça. Et moi, j'en parle presque à tous les jours de ça parce que c'est ça ma job. L'entraînement, là, c'est un stress environnemental qu'on impose sur le corps pour forcer et causer une adaptation. Donc, si on peut changer notre mindset... C'est là que j'arrivais, le mindset et l'importance sur notre capacité à bouger, à rester en forme, sur notre santé. En fait, l'état d'esprit est important pour tout, mais toi, tu dois le voir régulièrement, les chiffres de mindset que ça peut créer. Oui. Puis, au début, quand quelqu'un commence, ils vont se tourner vers moi beaucoup. Coach, est-ce que je suis capable de faire ça? Oui, vas-y. Coach, je devrais-tu faire ça? Oui, vas-y. Puis là, à la fin, c'est moi qui retiens. Hey, coach, je vais mettre plus de charge. Attends un peu, calme-toi. Puis là, c'est l'inverse. Mais ils ont vécu. Les gens, ils prennent vraiment goût, comme toi, quand tu vis la différence. Quand tu y goûtes, puis que tu vis la différence, et que tes tâches quotidiennes autour de la maison deviennent plus faciles. Et là, tu te dis, waouh, ça fonctionne. Et on n'est pas obligé de faire des gros entraînements. Il faut que ça soit intense, mais
Maintenant, avec les connaissances qu'on a, on peut faire des entraînements intelligents qui fait en sorte que quand vous sortez du gym, là, mis à part là, si on a fait des intervalles VO2 max cette journée-là, là, mais quand vous sortez du gym, vous sortez pas du gym à quatre pattes. Là. Puis Non, on a eu chaud, on a sué un peu. Quand c'est le VO2 max, il faut ouais, chiller un peu plus. ouais. Mais sinon, moi, le feedback que j'ai, c'est je me sens beaucoup mieux les jours où je viens m'entraîner. Ah, ça, c'est sûr, c'est J'ai sûr. plus Oui, d'énergie, oui. j'ai moins mal, Je dors mieux. je dors mieux. Mon Puis appétit est plus régulé. c'est ça. Donc, Moins de... il faut que moins de- l'entraînement, même si c'est un stress, il faut qu'au final, l'entraînement ait un effet positif. Il y a cette idée-là dans le monde, dans l'industrie de l'entraînement, qu'on doit brûler des calories. Puis là, c'est des cours de groupe, puis c'est des circuits. Puis là, c'est comme si l'objectif du coach, c'est de mettre tout le monde à terre. C'est-à-dire amener les gens à se pousser d'un tel point que on est plus capable de sortir sur nos jambes. Là. On sort à quatre pattes parce qu'on est épuisé. Puis on prend 3 jours à s'en remettre, puis on n'a pas le goût de revenir. Exact. Mais là, moi, j'adhère pas à cette école de pensée-là. C'est trop risqué. Le risque de se blesser est beaucoup trop élevé. Mais est-ce que tu as des bénéfices qui en valent la peine? Même pas. OK. Parce qu'encore une fois, ça se compare à s'entraîner en cardio en zone 3 puis en zone 4, où on stresse le corps, mais c'est pas assez intense pour aller causer une adaptation positive. Fait que si moi je te dis, aujourd'hui, Eugénie, on va faire un circuit de 10 exercices, puis tu vas alterner entre 10 squats, 10 burpees, 10 push-ups, 10 tractions, tu vas toujours te garder de l'énergie en réserve. Ben oui. Mais si je te dis, Eugénie, aujourd'hui, on va faire 3 séries de squats, puis on va prendre 2-3 minutes entre. Puis le but, ça va être d'essayer de mettre le plus de poids possible. Puis on le fait de façon sécuritaire, on s'est bien réchauffé avant. Là, tu vas accepter d'augmenter la charge que tu mets sur tes épaules avant de faire ton squat, puis de vraiment te challenger parce que tu sais qu'il n'y a rien d'autre qui s'en vient après. Oui. Puis c'est cette intensité-là qui est importante pour aller forcer une adaptation. Si je le fais dans un environnement de circuit, il y a 30 personnes, la musique est dans le tapis, il y a un coach qui te crée après. Puis ça a été, ce modèle-là, il a été inventé pour brûler des calories. Mais ça fonctionne pas, brûler des calories pour améliorer pour perdre du gras, là, ça fonctionne pas de dire je vais brûler plus de calories que je vais en manger. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Fait que c'est toute une question, il y a tout l'aspect hormonal, il y a tout l'aspect intensité de l'effort qui rentre en compte, l'aspect gestion du stress, sommeil, qu'il faut tenir compte. Donc, mais il y a quand même ce modèle d'entraînement qui est ressorti. Et je prends la peine d'en parler à ton audience parce que si l'objectif, c'est de se remettre en forme, d'augmenter des qualités physiques. Des qualités physiques, ça veut dire, comme j'expliquais tantôt, la force musculaire, le VO2 max, la mobilité. Mais ça doit être fait, ça doit pas être fait dans un circuit. Ça doit être fait séparément. C'est pour ça que moi, dans mon entraînement est toujours structuré de la même façon. On commence avec 15-20 minutes de mobilité. On fait rien d'autre, là. On fait que de la mobilité. Après ça, on fait que de la stabilité. Puis après ça, on fait de la force. Mais on combine pas tout ça ensemble pour dire, hey, on va faire un gros circuit le fun, puis on va se dépasser, puis on va brûler des calories. Non, non. Je sépare tous ces éléments-là pour qu'on se concentre sur une chose. Puis quand on fait du VO2 max, même chose, là. On finit la séance, 1 minute d'effort sur le vélo ou autre, puis rien d'autre. Donc, c'est important, quand on veut cibler une qualité physique, qu'on en choisisse une. Tu sais, le corps, il a une capacité de s'adapter, puis elle est très spécifique. Si je veux développer ma force, mais je fais de la force. Puis pour les gens qui commencent, puis qui n'ont pas accès à un coach, moi, je recommande beaucoup les machines. Tu sais, C'est sécuritaire, les machines? Oui, tu sais, les machines ont une... Avec tout ce qui est entraînement fonctionnel, là, les machines, ils ont comme pris le bord. Parce qu'une machine, ce qui arrive, c'est que on se met dans une machine, puis on déplace une charge, puis le trajet, il est défini pour toi. Donc, je passe du point A au point B, puis je peux pas aller ailleurs, là. Je peux pas sortir de ce trajet-là. Et ce que ça fait, ça, c'est que ça travaille les muscles responsables les muscles primaires qui bougent l'articulation.
mais ça travaille moins les muscles secondaires qui stabilisent l'articulation pendant qu'il est en mouvement. Et là, les gens qui veulent optimiser tout, ils ont dit, ben là, les machines, c'est moins bon, on devrait faire des poids libres. Un poids libre, c'est comme un haltère. Mais le poids libre, il faut savoir comment le faire Ben, parce que tu peux le faire tout c'est croche. ça mon point. Fait que pour les gens qui commencent, c'est 100% acceptable de s'abonner à un gym puis de faire des machines. OK. C'est Puis mieux ça que de oui, faire puis des... puis d'apprendre à forcer. OK. Puis de passer à travers cette première étape-là d'adaptation pour te dire, si j'ai jamais forcé, là, j'ai jamais soulevé de poids haltères, là, mais je vais passer à travers la première étape où je vais juste m'installer sur la machine, regarder qu'est-ce qu'elle fait. Puis là, je vais pousser, je vais prendre les poignées, puis je vais pousser, puis je vais déplacer une charge, mais le mouvement va être prédéfini pour moi. Je vais être très courbaturé, je vais avoir plein de bienfaits. Même le muscle qui tire sur le squelette là, pour prévenir l'ostéoporose va quand même être là, mais mon risque de me blesser va être beaucoup moins élevé. On fait ça pendant plusieurs mois. Après, on peut s'aventurer du côté des haltères, là, des poids libres. Là, je répète le même mouvement, mais là, la trajectoire du mouvement n'est pas prédéfinie pour moi. Et là, je dois m'assurer de bien faire le mouvement, puis d'aller utiliser maintenant le deuxième groupe musculaire, là, les stabilisateurs. Ça, c'est si quelqu'un veut commencer, qui n'a pas d'expérience en entraînement, qui n'a pas accès à un coach qui va superviser son mouvement. Nous, au gym, ici, j'en ai pas de machine, mais j'ai 2 coachs. Oui, pour 8 personnes. Pour 8 personnes. J'ai 2 coachs pour 8 personnes qui supervisent les mouvements. J'ai pas besoin de m'équiper de machines. Ça prend beaucoup trop de place pour mon petit gym. Mais c'est moins le fun. Oui, mais si on est seul, Si on est seul puis on commence, c'est vrai on que c'est une belle commence, option. puis là, on a une crainte, machine. OK. C'est très, très bon. Quelqu'un qui souffre d'ostéoporose. Et là, je veux justement mettre le plus de tension dans son muscle pour qu'il tire sur son attache sur le squelette. Ben là, je le mets sur une machine. Puis je dis, vas-y, là, monte tes charges. OK. J'ai pas peur que tu te blesses. C'est très utile, les machines. OK, bon, ben, Ouais. vois-tu, j'apprends plein de choses encore. Dans un monde idéal, là, mettons, une femme ou un homme entre 40 et 65 ans, combien de fois par semaine il faut bouger, puis de quelle façon? Combien de fois on fait de la muscu? Combien de fois on fait de la zone 1, zone 2? Combien de fois, VO2 max, tu le dis, 1 à 2 fois par semaine? Mais ça ressemble à quoi, optimalement? Dans un monde idéal, on fait un petit quelque chose à tous les jours. OK? 3 fois par semaine, on ferait de la muscu. Pas nécessaire d'en faire plus. Surtout pour quelqu'un qui commence. 3 entraînements de musculation qui entraînent le corps au complet. Pas de haut du corps, bas du corps. Là. C'est un entraînement global. C'est 3 entraînements de musculation. Puis à chaque fois que je vais m'entraîner, je cible le corps en entier. Entre ces entraînements-là, je prends une journée de repos. Mais là, ma journée de repos, ce serait un cardio en zone 2. Comme ça, on travaille, c'est de la récupération active. On favorise la réparation de nos muscles parce que là, le sang circule et on travaille sur notre base aérobique. Donc là, on est déjà à 6 jours. 3 fois par semaine, je fais de la muscu. Entre ces journées-là, je récupère, je vais marcher, puis je fais de la zone 2. Puis le yoga, respiration, étirement, pilates, ça a-tu sa place pour toi là-dedans? Ça a sa place, mais plus du côté récupération. OK. Étirement, ça va dépendre. Il faut pas penser que l'étirement, c'est bon coûte que goûte. C'est bon lorsqu'une articulation a perdu une amplitude de mouvement. Et là, on doit la retrouver. Mais moi, je vois beaucoup de gens qui s'étirent, qui font les mêmes étirements tout le temps, mais ils ont déjà une bonne amplitude de mouvement. Donc là, c'est comme du temps qu'on met dans un entraînement qui aurait pu être mis ailleurs. Ben ça, j'ai remarqué, puis je suis contente que tu le dises, parce que moi, avant, je m'étirais beaucoup, centriste, et tous ces trucs-là, puis j'en fais encore un peu, mais j'en sens moins le besoin. Mais c'est ça. Là, quand on s'étire, moi, dans ma définition, quand on s'étire, c'est un étirement qui est passif. Ça veut dire que je place mon articulation dans une position, puis là, je l'étire longtemps, 2, 3 minutes. Puis ça a sa place lorsque l'articulation a perdu une amplitude de mouvement. Mais au niveau... Et ça, on parle de flexibilité. Mais on ne veut pas juste être flexible. On veut être mobile. Mobile, ça veut dire que je contrôle ma flexibilité. Si je suis juste flexible,
mais je la contrôle pas, ben là, je deviens instable. J'ai plein d'espace dans mon articulation que je contrôle pas, je peux me blesser. Donc, nous, on veut pas être flexible, on veut être mobile. C'est-à-dire, on veut être flexible et bien contrôler sa flexibilité. Ça veut dire qu'on est mobile. Lorsqu'on fait de l'entraînement en muscu, c'est une bonne idée de commencer avec des exercices de mobilité. Comme ça, je maintiens ma mobilité, je réchauffe mon corps. Moi, ce que je dis, c'est qu'on prime le système nerveux, là. C'est des exercices de mobilité, ça demande au système nerveux de prendre une articulation et de la déplacer dans plusieurs amplitudes de mouvement. Donc, on réveille le corps, on réveille le système nerveux, on réchauffe les muscles, on lubrifie les articulations avant de faire de la musculation. Donc, tout ce qui est mobilité, le travail de mobilité, je le rentre très souvent dans les journées de musculation. Même chose pour stabilité. Moi, je rentre ça dans mes entraînements de musculation. OK. Et ça, c'est comme une bonne habitude à prendre. Parce que quand on va s'entraîner en musculation, on n'a pas besoin de s'entraîner pendant 60 minutes. 60 minutes de musculation, c'est vraiment très long. Et vous allez regretter de le faire parce que on va avoir mal. Là. Vous allez être courbaturé. Là. Donc, un bon entraînement, c'est 60 minutes. Mais là, on peut commencer avec de la mobilité, un petit peu de stabilité. La stabilité, là, c'est principalement... Moi, ce que je dis, c'est qu'au niveau mobilité, on cultive l'espace articulaire. Puis je dis cultiver parce que, comme on cultive une terre, on travaille dedans. C'est pas passif, là. Il faut aller travailler dans nos amplitudes de mouvement. Donc, on maintient, on cultive nos amplitudes de mouvement. OK. Après ça, on veut être capable de bien stabiliser notre colonne. Ça, c'est le tronc. Oui, corps. le gainage, le tronc. On veut remettre de la tension musculaire dans le tronc avant de se mettre en charge. Ça, là, à la base, là, ça peut être des planches. Fait que je peux aller bouger mes articulations activement, c'est de la mobilité. Je peux ensuite faire des planches, plein de variations de planches, c'est de la stabilité. Là, après ça, là, je suis bien réchauffé. Et là, je vais me mettre sur des machines où je vais prendre des poids libres puis je vais me mettre en charge. Fait qu'en l'espace de 60 minutes, j'ai travaillé une panoplie de choses, dont la mobilité articulaire, la stabilité et la force. J'ai stressé mon squelette. 3 jours semaine. Entre ces journées-là, je fais de la marche. Je travaille sur ma base aérobique. Je travaille sur... Et là, quand je fais ma marche, je respire par le nez. Je travaille aussi sur ma santé mentale. On est dehors, on fait du bien, on marche en forêt. Oui, on a le regard diffus. Voilà. Ouais. Et là, il nous resterait une journée. De repos? Bien, moi, les zones 2, c'est les marches dans la forêt. Là. Je mets ça dans cette catégorie-là de repos. Là, si on est habitué à l'entraînement de musculation, on y prend goût et on veut ajouter de l'entraînement VO2 max. Bien, ça serait dans la 4e... On préfère ça dans la 4e journée. La 7e, tu veux dire. Excuse-moi, j'ai dit 4e, mais je veux dire, c'est parce que c'est comme 3 entraînements de muscu plus un entraînement de VO2 max dans ma tête. Là. OK. Mais oui, ça serait dans la 7e journée. OK. Soit du repos au début, ou... Mais là, j'embarque sur mon vélo stationnaire. Je prends 15-20 minutes pour me réchauffer un peu. Après ça, je fais 4 intervalles de 1 minute ou 2 minutes, avec 3-4 minutes de repos entre chaque. Moi, le temps de repos entre les intervalles m'importe peu. Il faut prendre assez de temps de repos pour bien récupérer, pour maintenir une bonne intensité. C'est toujours là une question d'intensité. Okay. D'ailleurs, en parlant d'intensité, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est marcher dans la forêt. Est-ce que cette intensité-là, je peux la trouver en marchant? Mettons que je marche le plus vite possible. Je cours pas, mais je marche vite, vite, vite. Ou ça peut jamais être aussi intense que sur un vélo? Voilà. Il faudrait monter une montagne. Il faudrait que tu marches, mais là que tu trouves une colline, puis tu montes la colline vraiment rapidement. OK. Ou que tu montes des escaliers. Okay. Mais sur le plat, malheureusement, ça serait pas assez intense. Mont-Saint-Hilaire, il y a quand même des bonnes montées. Oui, Mont-Saint-Hilaire, ou c'est ça, là, un set d'escalier, très rapidement, sans courir. Là. Sans courir, je fais juste monter les escaliers, 1 ou 2 marches à la fois, là, mais en marchant, mais très, très rapidement. J'essaie de les monter le plus rapidement possible sans courir. Ça fait un très, très bon intervalle, un bon intervalle VO2 max. Tu as parlé de quelque chose de super important qui était un drapeau jaune-rouge. Pour moi, le respirer par le nez. Oui.
parce que quand j'ai fait mon évaluation, moi, c'était complètement un angle mort. Je n'avais déjà entendu parler, mais je m'étais jamais m'en étais jamais occupée. Puis quand tu m'as parlé de ça, puis tu m'as donné des références de lecture, puis j'ai commencé à le pratiquer, my God, ça fait toute la différence au monde, là. Tu sais, c'est comme, au début, j'allais marcher, tu sais, l'entraînement, c'était d'essayer de marcher la bouche fermée pendant 5 minutes. Au début, j'étais pas capable de faire 30 secondes, mais au bout de 2 semaines, tu peux faire 20 minutes. Mais là, c'est de sentir, là, tu sais, sentir respirer pour de vrai, là, ça Oui. débloque les voies respiratoires. Pourquoi c'est si important de respirer par le nez? Mais ça revient aux deux façons de produire notre énergie. OK? L'aérobie, une production d'énergie qui est lente, mais qui est propre, qui n'est pas un stress physiologique. Et cette aérobie nécessite de l'oxygène. L'anaérobie, mais là, c'est l'inverse. Puis ça, c'est un stress physiologique. Puis quand on est dans l'anaérobie, ben, on brûle du sucre. Respirer par le nez, pourquoi c'est important? Ça revient encore à la tolérance au CO2. Pour maximiser la production d'énergie qui vient de l'aérobie, on doit maximiser notre transport de l'oxygène vers l'aérobie. Et pour bien livrer l'oxygène, on doit maintenir du CO2 dans le sang. C'est comme ça que le corps reconnaît où livrer l'oxygène. Nos tissus, nos organes, notre cerveau, nos muscles produisent du CO2. Donc, lorsque tu te mets à marcher, tu produis plus de CO2. Mais comment le corps fait pour savoir que tes muscles ont besoin d'oxygène? Bien, c'est que toi, tu inspires, tu attaches une molécule d'oxygène à une hémoglobine. L'hémoglobine transporte l'oxygène, puis fait le tour de ton corps. Et là, tu te mets à marcher. Donc, la région de tes jambes devient plus riche en CO2. Et là, quand l'hémoglobine arrive dans cette région-là qui est plus riche en CO2, l'oxygène perd son affinité au niveau de l'hémoglobine, puis peut être absorbé par les cellules musculaires de tes jambes. C'est comme ça qu'on sait où livrer l'oxygène. C'est avec la présence de CO2. Plus un muscle produit du CO2, bien, plus il a besoin d'oxygène. Ça veut dire qu'il a besoin d'énergie. Si je respire par la bouche, les voies respiratoires de la bouche sont beaucoup plus grandes. Ils ont moins de résistance, donc j'évacue beaucoup plus de CO2. Donc j'en retiens moins dans mon corps. Si je respire par le nez, les voies nasales sont beaucoup plus restreintes, donc il y a beaucoup plus de résistance. Donc je retiens plus de CO2 dans mon corps. Parce que je retiens plus de CO2 dans mon corps, ben là, il y a beaucoup plus d'oxygène qui peut se détacher de l'hémoglobine, peut être livré aux cellules, aux muscles de mes jambes. Donc je peux produire beaucoup plus d'énergie à ce moment-là. Donc je me sens plus fort, plus forte. Je vais te reposer la même question que je t'ai posée au début. J'aimerais ça. Maintenant que tu nous as tout expliqué comment ça marche, c'est quoi les multiples et nombreux bénéfices de faire de la musculation? Ouais, on n'a jamais fini. Hein? Non, mais je savais qu'on allait revenir à la fin. La musculation, ça va travailler sur plusieurs choses, mais disons au niveau musculaire, la force, ça va maintenir la force musculaire. Ça veut dire que on va être capable, à travers le vieillissement, de maintenir une bonne autonomie physique. Juste se soulever d'une chaise. Juste ça, c'est super important. Oui, juste ça. Juste se soulever d'une chaise. Là, aujourd'hui, à 60 ans, 70 ans, on est capable. Mais si on n'a pas une grande force physique au niveau des jambes, puis qu'on en perd de plus en plus, bien à 85 ans, c'est pas vrai que les gens vont être capables de se lever de la chaise. Ça, c'est au niveau de la force. Être capable de monter les escaliers, être capable de transporter des sacs, être capable d'ouvrir un bocal, d'ouvrir une porte. Quand on entre dans un commerce, puis ils vendent beaucoup, là, puis là, la porte est l'autre, Oui. là. Combien de personnes ici à la clinique puis au gym, je vois qui ont de la difficulté à ouvrir la porte parce que là, mais c'est des personnes âgées qui ont plus de force. Donc là, pour maintenir une force musculaire, la musculation est importante. Pour maintenir une bonne masse musculaire, la musculation est importante. Pourquoi? La masse musculaire, elle va agir comme coussin pour protéger le squelette si on chute. Mais c'est aussi un prédicateur de longévité, la masse musculaire. C'est un prédicateur de longévité. Si on va tous faire face à la maladie, si c'est une influenza ou c'est un virus, une pneumonie, on va tous être alités, hospitalisés à un moment donné.
Et lorsqu'on est alité pendant plusieurs jours, c'est connu, on perd beaucoup de muscles. C'est incroyable comment ça va vite. Oui, oui, c'est incroyable. Les statistiques sont épeurantes. C'est quelque chose comme 3 à 5 livres de muscles après 3 jours d'hospitalisation. Mais si on rentre à l'hôpital avec très peu de muscles et que là on perd 3 à 5 livres et que là on sort 5 jours plus tard, on est beaucoup moins, on se sent beaucoup moins stable, beaucoup moins fort. Et là, ça déclenche un cercle vicieux. On a perdu tellement de muscles que là, on est comme sous le seuil fonctionnel. Et souvent, ça, c'est un des éléments qui déclenche le cercle vicieux de là, j'ai moins confiance en moi, je sors moins. Je sors moins, mais je me déconditionne encore plus. Tu t'isoles Je socialement. m'isole socialement. Tu manges mal. Je mange mal. Ta glycémie n'est pas Ouais, régulée. jusqu'à la mort, malheureusement. Mais si je rentre à l'hôpital avec une bonne quantité de masse musculaire, puis j'en perds 3 à 5 livres, puis là, c'est un chiffre aléatoire, là, ne me citez pas là-dessus. Il faudrait que je regarde la littérature encore, là, mais je ressors de ma maladie, je ressors de mon hospitalisation et je suis encore capable. Je suis encore capable de bouger, de faire mes tâches quotidiennes parce que je suis rentré avec beaucoup plus de muscles. Donc, au niveau musculaire, ça ressemble à... Il y en a d'autres, là, mais les grosses lignes, c'est je maintiens ma force pour maintenir une qualité de vie. Ton autonomie. C'est ça. Mon autonomie physique, je peux faire face à la maladie. Si je chute, pour prévenir les chutes, ça prend des muscles qui sont capables de réagir. Donc, si j'en ai moins, mon risque de chute est beaucoup plus élevé parce que tout le monde va s'enfarger. Mais si je chute, là, une bonne masse musculaire, c'est un petit peu comme un coussin aussi qui va absorber de l'impact. La musculation va continuer à stresser le squelette. Donc, on va maintenir une bonne densité osseuse. La musculation va nous permettre de maintenir une bonne santé métabolique. Ça, on n'en a pas parlé aujourd'hui beaucoup. J'aimerais ça que tu en glisses quelques mots. Les tissus musculaires, c'est les tissus qui consomment la grande majorité des glucides qu'on consomme. Pour maintenir une bonne santé métabolique, on veut éviter de produire trop d'insuline. Lorsque je fais de la musculation, je vide mes réserves de glycogène. Ce que ça veut dire, c'est que la musculation, c'est intense. Et parce que c'est intense, on brûle du sucre quand on fait de la musculation. On n'est pas dans l'aérobie, on est de l'autre côté dans le turbo. Donc, je brûle du sucre. Les muscles entreposent le sucre, le glucose, sous forme de glycogène. Quand je fais de la muscu, là, je vide mes réserves ou je diminue mes réserves de glycogène musculaire. Ce qui fait en sorte que pour les 24 à 48 heures suivantes, les muscles veulent renflouer leurs réserves de glycogène. Le sucre, là, le glycogène, c'est notre réserve d'énergie d'urgence. Si un prédateur sort derrière la roche là, pour nous attaquer, on doit être capable de se défendre ou s'enfuir. Donc, on veut toujours maintenir une bonne quantité de glycogène dans le corps. Donc, lorsque je fais de la muscu, je diminue mes réserves de glycogène. Et là, pour 24 à 48 heures après, les muscles ont soif de glucose. Ils veulent renflouer leurs réserves de glycogène. Donc, ils deviennent très, très sensibles à l'insuline. OK. Donc, versus la résistance à l'insuline. C'est ça. Donc, ce que ça veut dire sensible, c'est que pour un repas X, si je ne m'entraîne pas en muscu, si mes réserves de glycogène sont pleines ou si je suis résistant à l'insuline, ça va me nécessiter beaucoup, beaucoup d'insuline pour métaboliser l'énergie qu'il y a dans le repas. Mais si je m'entraîne en muscu avant, pour le même repas, peut-être que je vais avoir besoin de la moitié d'insuline. Donc, je vais produire beaucoup, beaucoup moins d'insuline pour métaboliser l'énergie du repas. OK. Et c'est un petit peu pour ça aussi que je recommande aux gens de s'entraîner aux 2 jours. Comme ça, on maintient une bonne sensibilité à l'insuline. OK. Donc, la muscu nous permet de garder une bonne masse musculaire, puis de maintenir une bonne sensibilité à l'insuline, ce qui fait en sorte qu'on peut maintenir une bonne santé métabolique. Dernière chose, c'est sur la santé mentale, puis l'estime de soi. C'est pas rien. C'est énorme. C'est énorme parce que quand on passe d'une charge de 10 livres, où on trouve ça tellement challengeant et difficile, à 8 semaines plus tard, où je suis capable de faire le même mouvement avec une charge de 25 livres,
ça a tout un impact sur l'estime de soi. Je confirme. Ouais. qui découle sur tous les autres aspects de la vie, les sphères de la vie. Donc, en gros, en résumé, c'est les bienfaits de la muscu. OK. Bon, je pense que tu nous as convaincus. Avant de te laisser aller, deux dernières choses. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des gens qui ne devraient pas faire de muscu ou tu n'en connais pas? Si j'ai une blessure aiguë, OK. donc là, j'ai déchiré un muscle, j'ai déchiré un tissu, oui, effectivement, non. Donc, les gens qui ont subi une blessure aiguë, parce que je dis aiguë puis pas chronique, là, si un trauma aigu, oui, ça c'est contre-indiqué. Sinon, je peux pas penser à un autre exemple. OK. Tout le monde va bénéficier de faire de la musculation. Quand je t'approchais, Olivier, pour ce balado-là, moi, je t'ai dit, j'ai envie de donner aux gens l'envie de bouger, puis d'utiliser leur corps, puis de faire de la musculation, puis de bouger. Pour ceux et celles qui l'ont pas fait depuis longtemps, on commence où? Comment? Pour mettre toutes les chances de notre part. Ben, on a touché à ce point-là un petit peu. Les machines? Les machines. À la maison, on peut tout simplement essayer de faire un squat. Pas un squat, mais oui, un squat. Ça veut dire s'asseoir sur une chaise et se relever 10 fois. OK. Ça, là, ça peut être de la muscu pour quelqu'un. OK. Surtout OK. si... Aussi simple que ça et accessible que ça. OK. La chaise nous protège aussi de ne pas aller trop bas parce que là, il y a toute une question de mobilité au niveau des hanches, de protéger la colonne lombaire, les genoux. Donc... Et ça, c'est un effort qu'on dit dynamique. Parce que là, je monte, je touche mes fesses à la chaise et je me relève. Et je touche et je me relève. On peut faire aussi des efforts statiques à la maison. La chaise au mur. Ça aussi, c'est de la muscu. Oh, t'as raison. Ensuite, je peux faire un effort dynamique où là, je fais pour le haut du corps. Je mets mes mains sur une table, sur mon îlot, et je fais un push-up. Je vais toucher la poitrine. Je mets les mains sur la table, je vais toucher ma poitrine à la table et je remonte. Ou je peux faire un effort qui est statique. Je fais une planche. Ça aussi, c'est de la muscu. Et donc ça serait des trucs super simples à faire à la maison qui sont sécuritaires. Après ça, on y prend goût, mais là, il faut voir. Est-ce qu'on s'équipe à la maison ou est-ce qu'on s'inscrit à un gym? Si on veut mettre le plus de chances de notre côté, on est mieux de s'inscrire à un gym parce que là, on a accès à des machines. Des machines, puis du monde aussi, des êtres humains. Oui, ça nous fait sortir de chez nous. Ouais. Puis souvent, les gyms style Nautilus Plus, Énergie Cardio, ils ont des kinésiologues. On peut en engager un pour faire un programme. C'est juste un seul programme qu'on va refaire seul, mais au moins qui va structurer nos séances d'entraînement. Ces gens-là, ils ont étudié dans ce domaine, ils peuvent bien structurer une séance. On peut leur demander, j'aimerais ça faire un peu de mobilité au début, puis après ça, on peut leur dire un petit peu de stabilité, puis là, de finir avec la force, puis là, eux, ils vont vous monter un programme d'entraînement. Et une fois qu'on progresse bien à travers les machines, mais là, on peut progresser au poids libre. Puis, c'est une bonne idée d'avoir un ou une partenaire d'entraînement ou des partenaires d'entraînement? Toujours. C'est même tellement plus motivant. Oui. Ça fait tout le changement quand on a un rendez-vous avec un ami, pas un entraîneur, là, mais je me suis engagé avec mon ami 3 fois semaine à 9 heures, on s'en va au gym. Les chances de succès sont pas 2 fois plus élevées, là, sont 10 fois plus élevées. Parce que là, on ne veut pas décevoir, on se présente. Quand c'est moi quand ça me tente pas à moi, mon ami m'encourage. Quand elle, ça y tente pas, ben là, c'est moi qui l'encourage. Donc, ensuite, l'entraînement, on va se le dire, là, des fois, c'est un peu inconfortable. Là, on dépasse nos limites. Mais là, on s'encourage à deux. On souffre ensemble, si tu veux. Puis, ça augmente notre taux de succès, vraiment. Oui, puis le côté sociable aussi, je me souviens pas où j'ai lu ça, mais tu sais, des vieil homme qui allait s'entraîner, mais lui, c'est l'entraînement. C'était pas sa priorité, c'était d'aller jaser avec son ami. Oui. Puis ça donne qu'il faisait de l'entraînement en jasant, mais il aurait pu aller cueillir des pommes, mais tu sais, c'est comme le côté social aussi de parler à du monde. Absolument. Oui. Oui, absolument.
Hey, un grand merci, Olivier. Je vais mettre les coordonnées dans les notes de l'épisode. Je vais mettre les coordonnées. Fait que les gens qui veulent en savoir plus, tu fais encore les évaluations Oui, Fit 100? oui, Oui, exactement. Je fais oui. encore les fêtes sans. J'ai une coach maintenant qui m'aide pour en faire encore plus parce que j'ai vu que la demande était assez élevée. Ben, c'est Donc, vraiment wow comme évaluation. ouais, merci. Merci à toi. J'espère que tu as apprécié ce que tu viens d'entendre. Est-ce qu'il y a une chose qui t'interpelle et que tu aurais envie peut-être d'essayer de mettre en place dans ta vie? J'ai aussi un service à te demander. Si cet épisode t'a fait du bien, partage-le. Dis-toi que ça pourrait aussi aider les personnes autour de toi. Je te remercie à l'avance. Avant de te laisser partir, une dernière chose. En début d'épisode, je t'avais parlé d'un cadeau. Je t'offre une première rencontre gratuite avec moi afin qu'on explore ensemble comment je pourrais t'aider à retrouver ta vitalité. Tout ce que tu as à faire pour réserver ta rencontre, c'est de cliquer sur le lien de mon calendrier que tu vas retrouver dans les notes de l'épisode. Tu te dis peut-être que ce n'est pas pour toi, que le temps va arranger les choses, que tu n'as pas tant besoin d'aide que ça, que ton problème n'est pas si grave que ça, ou que ça demande trop d'efforts de consulter. Eh bien, parfois, ça vaut la peine d'explorer quelque chose de nouveau, d'arrêter de penser qu'on peut s'arranger tout seul et d'apprendre ou de réapprendre comment ton corps fonctionne et à l'écouter vraiment. C'est déjà super que tu écoutes ce balado, mais si tu sens que tu as besoin d'un peu plus d'aide, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Ça me ferait vraiment plaisir d'être ton allié bien-être. Et où que tu sois, je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt!